Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis investisseurs, bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de la série Investir en Afrique lorsqu'on est issu de la diaspora. Nous voici pour un nouvel épisode pour comprendre les entrepreneurs locaux. Pourquoi les entrepreneurs locaux réussissent là où la diaspora ou les entrepreneurs de la diaspora échouent. Je vais vous parler des défis uniques auxquels font face les investisseurs de la diaspora et nous allumerons bien sûr les projecteurs sur des exemples de réussite locale. Sans plus attendre, popcorn, thé ou chocolat chaud pour découvrir les clés de la résilience économique en Afrique. Ce ne sont pas les témoignages qui manquent, ni les tutos YouTube, ni les témoignages des proches familles ou des expériences personnelles. La déferlante d'informations est à son apogée sur les échecs ou l'échec des investissements en Afrique. Mais cela n'empêche pas les futurs flops commerciaux. Cela n'empêche pas les futures erreurs marketing. Cela n'empêche pas les erreurs de casting, l'arrogance technologique ou la sous-estimation des businessmen locaux ou la gestion du temps. Cela n'empêche pas non plus ce qu'on appelle la limite ou la mission de la civilisation économique. Aujourd'hui, je consacre cet épisode aux investisseurs particuliers, aux passionnés, aux curieux, aux amoureux d'Afrique, ceux qui vont porter des idées ou ceux qui misent gros tout en jouant leur vie. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du contexte. Qui sont ou quels sont les investisseurs qui s'intéressent aujourd'hui en fait en Afrique? Investisseurs particuliers, notamment, je pense aux mères de famille avec leurs économies, des économies en fait d'une vie, qui ont ou qui vont investir des enveloppes entre 50 000 € à 150 000 par exemple. Je pense aussi aux jeunes afro-descendants, aux jeunes actifs qui en a marre en fait de la France, qui en a marre de l'Europe, qui va négocier une rupture conventionnelle, qui va collecter une enveloppe de 30 000 €, ce qui pourrait être un apport pour un studio ici en fait en France, et qui va se dire bon voilà, je mets les voiles, je retourne sur la terre de mes ancêtres et je vais investir en Afrique. Je pense aussi aux pères de famille, la quarantaine, qui avec son pactole de rupture conventionnelle ou du licenciement économique va se dire bon voilà, il n'y a plus d'avenir ici en Occident, je pars investir parce que j'ai les sirènes de l'Afrique en fait qui m'appellent. Je pense aussi à des, on va dire c'est un cas particulier, mais des investisseurs directs en fait qui sont soit des artisans ici, des entrepreneurs ici, des agriculteurs ici, qui ont soit un lien plus ou moins avec l'Afrique ou qui sont tout simplement amoureux de l'Afrique et parfois en fait ils veulent s'aventurer parce qu'il y a des opportunités à saisir en Afrique, que ce soit dans le domaine du web. Alors, ces investisseurs principalement vont essayer dans le contexte africain actuel d'investir pour une maison, pour justement construire leur maison, leur résidence principale. Certains vont vouloir investir pour faire ce qu'on appelle une résidence locative, en fait investir dans l'immobilier. D'autres sont passionnés d'investir dans le commerce, parce que le commerce est porteur en Afrique. D'autres vont avoir des projets agricoles, et puis la plupart d'entre eux vont aussi s'intéresser aux services, que ce soit les services pour les particuliers, comme les boulangeries, ou que ce soit des services pour des services intellectuels, que ce soit faire du conseil ou investir pour les entreprises, proposer des services aux entreprises. Maintenant, partons de ces profils et voyons voir aujourd'hui, quand vous êtes afrodescendant, ou vous êtes issu de la diaspora, ou vous êtes un amoureux en fait, un investisseur amoureux de l'Afrique, quels sont aujourd'hui les facteurs d'échec de ceux qui investissent en Afrique?
On va s'attarder sur le premier facteur d'échec. C'est déjà un biais cognitif. En fait, c'est la prétention de connaître le terrain. Parce que je ne suis noir, parce que je suis issu d'Afrique, parce que mes parents ou ma culture m'a fait plonger en Afrique. Donc, j'ai cette petite arrogance, en fait, à l'occidental, en me disant, je connais l'Afrique, je connais les Africains, j'y ai été en Afrique, je connais la mentalité africaine. Donc, cette prétention de connaître le terrain, ça, c'est déjà le premier facteur d'échec. Attention, warning, en fait, flag rouge. C'est pas parce que vous avez de la mélanine, c'est pas parce que vous avez du sang noir, c'est pas parce que vous avez mangé dans un restaurant africain ou vous avez vécu en France, en fait, dans une cité où vous avez côtoyé des Africains, que vous pouvez prétendre connaître l'Afrique. Attention, l'Afrique. Deuxième facteur d'échec, c'est cette idée-là que le terrain est vierge et qu'il faille investir. Donc, j'ai trouvé ici un modèle qui a fait ses preuves et je vais l'importer localement. Je vais l'implanter. Donc, c'est l'importation d'un modèle étranger qui ne tient pas compte des réalités locales, qui ne tient pas compte des adaptations locales. Danger aussi, parce que ce qui fonctionne dans un environnement en Italie, en Angleterre, en France, en Espagne, aux États-Unis, n'est pas forcément ce qui va fonctionner localement. Et là, ce qui peut même fonctionner en RDC, ce n'est pas ce qui va fonctionner au Kenya ni au Mali. Même si vous importez un modèle qui a fait ses preuves à Kinshasa, ça serait pas pareil pour Dakar ou Moroni ou pour lui ou Mahé. Donc, c'est cette idée-là de se dire, voilà, j'importe un modèle qui marche et c'est le jackpot. Ça, pareil, warning. Maintenant, quand on a trouvé le bon modèle, quand on connaît bien le terrain, il y a souvent un autre facteur, c'est le troisième, c'est un mauvais casting RH. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Afrique regorge des gens avec les meilleures intentions du monde. Les gens qui sont, mais vraiment humainement, c'est des cœurs. On a envie de les prendre dans ses bras. On a envie de les aider. C'est des gens qui savent très bien parler. Ils savent se courber. Ils font des révérences et ils peuvent vous appeler mon sire, messire, monseigneur. Ils peuvent même, en fait, vous déifier, quasiment vous ériger en statut de Dieu. Ce sont des roublards, ce sont des sournois, ce sont des gens très astucieux. Alors, il y a les instruits qui sont diplômés, les très bons techniciens, mais il y a aussi des charlatans, mais ils savent vous prendre par le cœur. Ils savent cibler votre faiblesse et vous capter et vous faire, en fait, vous faire accepter l'idée de les embaucher, de vous entourer d'eux, d'en faire vos conseillers, vos proches collaborateurs. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la fin justifie les moyens, et là, il s'agit de la faim, F-A-I-M. Dans un pays où les gens, ils ont faim, les gens sont prêts à tout. Et quand je dis sont prêts à tout, ils sont vraiment prêts à tout, à vendre leurs frères, sœurs, leur mère, leur cousine, leur femme, à tout faire pour accéder au pouvoir et aussi au pouvoir économique, avoir les moyens avoir de quoi assouvir leur faim. Donc, attention au mauvais casting RH. Ne vous hâtez pas. Ne vous précipitez pas. Ne vous fiez pas au bon CV, au bon discours, à beaucoup de choses, parce que le mauvais casting, c'est peut-être l'un des premiers facteurs, en fait, d'échec sur le terrain. On peut ne pas connaître le marché, on finira par apprendre à le connaître. On peut importer Manu Militari un modèle, mais on réussira à faire des adaptations locales. Par contre, s'entourer de gens mauvais fait perdre du temps, fait perdre de l'argent, fait perdre en confiance, peut faire voler en éclats un projet. Le quatrième facteur,
des entrepreneurs de la diaspora qui constitue en fait un échec, c'est le snobisme des entrepreneurs locaux. Alors, qui ne s'est pas déjà moqué du restaurant où il a déjeuné en disant c'est un boui-boui, il pourrait avoir un comptoir, il pourrait avoir des chaises, des tables, un tapis propre, il pourrait mieux décorer sa cuisine, mieux décorer son salon, il pourrait mieux investir, il pourrait mieux me donner un verre plus potable, plus propre, plus esthétique. À snober ceux qui ont des boui-boui, ceux qui ont des entreprises locales en se disant il aurait pu mieux faire. Pourquoi il n'y a pas d'enseigne? Pourquoi il n'y a pas de porte vitrée? Pourquoi c'est pas très clairement indiqué? En fait, tout ce snobisme en se disant moi, si j'avais les moyens ou si j'investirais ici, j'allais changer cela. Eh ben, ça, c'est aussi ce snobisme, en fait, c'est reprendre les gens de haut, regarder les gens de haut en disant bon, voilà, je comprends même pas pourquoi en 2025, on en est encore là, quoi. Ça, c'est aussi un facteur d'échec à snober ces entrepreneurs locaux. Parce que ils sont là depuis des années, voire des siècles. Parce que ils ont des modèles éprouvés. Ils ont des modèles qui marchent, qui cartonnent. Ils en vivent, en fait. C'est ça ce qu'on oublie. Ils en vivent et qu'ils font des affaires. Et que derrière leurs apparences de pauvres ou de entrepreneurs mal sapés ou qui ont une sale gueule, eh bien souvent, c'est des millionnaires, voire des milliardaires, en fait. C'est des gens qui ont des modèles qui fonctionnent, en fait, qui sont capables de résister à des crash tests que vous ne soupçonnerez pas. Attention à ces gens-là. Ce ne sont pas des amateurs. Ce sont de véritables entrepreneurs, des véritables pros. Ils n'ont pas de carte de visite. Ils n'ont pas la limousine. Ils n'ont pas le pitch. Ils ne savent pas utiliser LinkedIn. Ils n'ont pas l'art de bien parler. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais ce sont des pros, mes amis. Ce sont des pros, mes amis. Et le 5e ou 4e facteur, j'en perds un petit peu l'Afrique, c'est cette scalabilité inadaptée parce que on a toujours une mauvaise estimation du timing. Je parle d'une chose très simple et que toutes les vidéos ou tous les témoignages en prennent. Eh ben, quand on est issu de la diaspora, on a du mal à imaginer que une pièce qui fait moins de 20 mètres carrés, ça peut permettre de lancer un restaurant et d'avoir une salle de restauration. On veut tout de suite montrer qu'on a réussi, qu'on vient de loin et que on a pris 100 mètres carrés, on les a investis, on les a aménagés pour lancer son restaurant. Parce que on se dit de par mon statut social, mon standing, ma vision, il faut la totale. Ça, c'est un exemple inadapté de scalabilité. Peut-être que une petite camionnette, un food truck aurait permis de tester l'idée. Peut-être que une pièce de showroom de moins de 10 mètres carrés aurait permis de tester si le commerce, aussi l'idée, va prendre. Peut-être que une petite antenne locale permettrait de savoir si mon idée de conseil, mon idée de lancer une boulangerie, mon idée de lancer ce business-là prendrait, en fait. Et que, il faut imaginer que si cette étape-là a réussi, on pourrait faire de la scalabilité, on pourrait faire croître, en fait, faire de la croissance interne de cette entreprise, en fait, de cette idée business. Et souvent, on arrive là-bas, on a cet ego, on a encore les travers du statut social, on est encore trop souvent attaché à ces marques, à ces signes extérieurs de richesse, de réussite, de tout cela, et qu'on va investir massivement sans tenir compte de la règle de la scalabilité, sans tenir compte d'une petite agilité en se disant je teste quelque chose à petite échelle et après je vais croître. Maintenant, l'autre facteur,
c'est quand on est de la génération Z ou les millennials et compagnie, c'est de se dire, ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ces entrepreneurs qui ont la phobie du digital? Eh ben, on se dit, ben, je vais implanter Excel, je vais apporter mon appli de gestion, mon ERP, mon appli de CRM, je vais se taper tout ça et je vais pouvoir piloter mon entreprise depuis mon domicile parisien. On se dit, bon voilà, je vais les piloter, je vais les fliquer, ils vont voir que le digital, je peux être ici et avoir un œil sur le tiroir caisse de ma boutique en Afrique. Ah ben non, souvent on ignore que les environnements locaux, que ça soit la maintenance, que ça soit l'humidité, que ça soit les problèmes de délestage, que ça soit le réseau, que ça soit les techniciens, que ça soit même vos propres employés, eh ben vont vouloir en fait pas les utiliser. Ils vont pas vouloir utiliser ces technologies, pas les adopter dans la gestion et dans le suivi, dans le pilotage de l'entreprise. Et souvent, ça se résume par des vocaux, des notes vocales sur WhatsApp, du WhatsApp, et un peu avec du FaceTime. Et tout ce qu'on a voulu déployer comme ressources de gestion, de pilotage d'équipe, KPI, tout ce que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas adapté en fait à l'environnement et que on n'est pas sur place. En fait, on peut pas gérer en fait un business en étant loin parce que la personne à qui on va confier ce business, elle n'en a rien à foutre en fait. Lui, il attend d'être payé à la fin du mois et de manger et aussi de s'en mettre plein les poches, les amis. Et ce qu'on oublie souvent, ça c'est un autre facteur, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, c'est simple. En Afrique, c'est pas parce que vous vous adressez au service des domaines que le technicien qui est là peut instruire votre dossier. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce technicien, il a un chef. Et un chef en Afrique, c'est un vrai chef. Il est fait pour cheffer. C'est lui qui prend toutes les décisions. Ne serait-ce que de taper une lettre sur le clavier, c'est lui. Et que le chef, le chef, lui, il a le pouvoir et lui, il a son temps. Il peut venir au bureau à midi, repartir à 13h, ne pas mettre les pieds vendredi ou samedi ou je ne sais quel jour de la semaine pour X raisons, mariage, enterrement, pas le temps, maîtresse ou tout ce que vous voulez. Et que c'est pas lui qui décide parce qu'il a aussi un directeur régional ou provincial, il fait partie. Ou il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles de quelque chose et que lui, il est là aussi pour exécuter, donc il a tout son temps. Et ce temps-là, comment on le trouve? C'est le temps de le connaître ses habitudes, de le côtoyer, de lui expliquer, de lui rabâcher, et c'est pas un temps européen, c'est pas un délai d'un mois ou deux. Et là, on n'est pas en train de faire la leçon en Afrique pour dire oui, mais vous devriez optimiser votre temps, vous devriez... Non. On n'est pas dans Doing Business. Vous savez, il y a le classement de Doing Business. Doing Business, en fait, ce classement nous rappelle les lenteurs ou les pays où on gagne du temps. Sachez que dans ces pays-là, il y a aussi des êtres humains. Et si vous regardez en fait ce classement, vous verrez bien que les pays africains ne sont pas mieux classés, mieux notés. Et la bureaucratie, c'est d'avoir la signature, d'avoir le papier ou l'autorisation, l'agrément. Et comme je vous le dis, on n'a pas du temps. On peut pas venir en un mois ou en 3 semaines obtenir son agrément, même si tous les signaux disent oui, non, mais c'est rapide, c'est délivré sur place. Oui, c'est délivré sur place, mais personne ne vous dit pourquoi et combien de temps cela prendrait. Donc, on ne peut pas parler des facteurs d'échec sans... Alors, il y a bien sûr d'autres facteurs d'échec, mais il me semble que cela, ça en vaut largement en fait la peine. Et on peut pas parler de facteurs d'échec sans parler d'échecs entrepreneuriaux. Vous avez entendu parler d'un investissement immobilier à Madagascar.
Madagascar, c'est un pays où il y a de la bureaucratie, il y a aussi de l'inertie. Faute de mieux connaître la réglementation, il y a un complexe immobilier qui a échoué. Ça, c'était un complexe immobilier imaginé par des investisseurs extérieurs, de la diaspora. En Afrique de l'Ouest, il y a eu des échecs de plateformes e-commerce. Donc, même vous, à titre particulier, il y a eu des échecs localement de vos mères, de vos tantes qui ont voulu lancer un commerce, qui ont voulu lancer une entreprise de service, que ce soit un studio photo, ou qui ont voulu lancer une petite entreprise d'artisanat de glace. Il y en a tellement eu, et toutes ces entreprises, en fait, elles ont un point commun, c'est l'échec, en fait, de pouvoir s'y implanter. Et vous, quand vous allez creuser, vous allez trouver que dans ces facteurs d'échec, il y a cela. Maintenant, est-ce que c'est juste de parler des échecs sans parler des réussites des locaux? L'entrée en matière, vous avez entendu parler d'Aliko Dangote, qui est parti d'un petit commerce et qui a maintenant un conglomérat majeur, c'est un milliardaire. Vous avez entendu parler de Sibongile Sambo en Afrique du Sud, qui possède une entreprise d'aviation, SRS Aviation. Mais je vais juste m'arrêter là, parce que le propos, on va s'intéresser en fait à des investisseurs comme vous et moi. Moi, je vais vous parler d'une aide-soignante qui, en 10 ans, a réussi à bâtir un petit empire immobilier. Elle a réussi à construire sa résidence principale, une maison à l'étage, et elle a pu construire 2 studios au rez-de-chaussée. Donc, le secret, c'est quoi? C'est que ça s'est fait sur 10 ans, et il y a eu un bon casting RH parce que elle a pu être accompagnée par une architecte de renommée localement. Elle a effectué de nombreux voyages sur place et a su se mobiliser pendant 10 ans avec un projet qui était scalable, et aussi elle a eu de la patience en fait de faire ce projet-là. Donc, c'est des gens qui ont su investir des sommes de moins de 100 000 euros sur plusieurs années, mais que ces sommes-là, ce sont des sommes qui ont permis en fait de réussir. Je vous parle aussi d'autres réussites en fait. Mais pourquoi ces gens-là ils ont réussi? Tout simplement, c'est que ils connaissent le terrain. Donc en fait, c'est des gens qui se sont allés et ils ont noué des alliances avec des techniciens locaux. Ils ont su s'appuyer sur leur expertise pour trouver une main d'œuvre en fait, qu'ils ont su mener de main de fer. Ils ont su trouver des alliés locaux qui ont su nouer des coopérations avec d'autres entrepreneurs. Donc ils ont pas qu'une connaissance du terrain, ils ont une connaissance des affaires du terrain grâce à leurs alliances. Ils ont aussi une croissance, ils ont aussi une connaissance en fait. Donc et aussi ils ont su allier la croissance en fait de la maîtrise du timing local. Peut-être que en 1 semaine ou 3 semaines de présence sur place, ils n'ont pas obtenu leur agrément, mais ils ont su compter, ils ont prolongé leur séjour jusqu'à obtenir l'agrément qui leur manquait. Donc, se sont pas lancés du jour au lendemain comme ça à édifier en fait ou à ériger un building. Ils ont su avoir une croissance maîtrisée. Donc, sur place, ils ont vécu sur place parfois. Ils ont pris une année sabbatique. Ils ont pris des congés sabbatiques, mais ils ont vécu avec leurs employés. Tous ceux qui ont réussi à faire des maisons sur place, ils ont vécu sur le chantier. Ils ont avec leurs employés. Ils étaient là 24 heures sur 24. C'était pas des gens qui pilotaient ça à coup de Western Union ou à coup d'instructions WhatsApp. Et ils ont su
être résilient face à la bureaucratie. C'est très important, ces gens-là. C'est très important. Et ils se sont aussi appuyés sur des initiatives, en fait, locales, des coopératives locales. Donc, pour acheter, s'approvisionner, trouver les bons artisans, trouver les bonnes choses. Donc, aujourd'hui, les réussites locales, c'est une meilleure connaissance du terrain, c'est une croissance maîtrisée, c'est aussi de la résilience face aux délais, en fait, face à la bureaucratie, et aussi, ils ont su identifier quels étaient ou quels sont les bons artisans qui ont fait que, aujourd'hui, par exemple, on a des exemples de réussite locale. On a des coopératives locales, en fait, pour la distribution de produits agricoles au Mali. On a, par exemple, au Kenya, la start-up M-Pesa, qui a su réinventer les services financiers grâce au mobile avant les smartphones. Ça, c'est important. On a SocoWatch, en fait, en Tanzanie. C'est une plateforme de distribution de biens pour les petits commerces, qu'on appelle là-bas les Duka. Ce sont des petits commerçants qui profitent d'une innovation digitale, mais voilà, c'est une réponse, en fait, à un besoin local. On a aussi, au Cameroun, Kiro Games, en fait, qui ce sont des entrepreneurs locaux qui ont monté, en fait, cette entreprise dans le jeu, dans le divertissement, mais que des gens de la diaspora investissent. Parfois, faut que chacun puisse aussi savoir où est-ce qu'il faut mettre le curseur. Et puis, je vais vous parler de Afrimarket au Sénégal, où forcément, ils ont su innover en termes de paiement et en termes de logistique. Donc, pour comprendre pourquoi les entrepreneurs locaux en Afrique réussissent là où la diaspora échoue, il faut aller voir les facteurs d'échec. Il faut voir justement quels sont les facteurs de réussite de ces entreprises locales. Et je finirai juste par vous dire une chose. Ma propre mère détient un petit café. Donc c'est un petit café, mais qui combine à la fois de l'épicerie locale et du commerce. Combien de fois je suis arrivé et j'ai voulu moderniser, en fait, ce café, mettre des machines, faire énormément de choses, mettre des tables, innover cela. Mais à chaque fois, elle m'a dit non, je préfère rester comme ça parce que j'ai pas envie d'avoir tes gros sabots. Elle a envie de ce commerce, en fait. Elle réussit à se verser un salaire, à travailler, à s'approvisionner, à garder sa clientèle, à épargner grâce, en fait, à ce commerce. Tout simplement parce que elle n'a pas succombé à mon arrogance technologique, à mon arrogance à l'occidental. Elle n'a pas succombé à ma mission de civilisation économique. Elle est résiliente, en fait, malgré les délestages aux Comores, malgré les problèmes d'approvisionnement des matières premières, malgré énormément de choses. À chaque fois, elle réussit, en fait, à s'adapter. Elle réussit à proposer un produit, le café, du service, en fait, à ses clients. Elle réussit, en fait, à fédérer du monde et que elle a envie, elle n'a pas besoin d'avoir une aide extérieure. Alors, peut-être que je pourrais innover, je pourrais faire des choses, mais ça ne soit pas sûr que dans un environnement actuel, je puisse amortir, je puisse, en fait, en tirer un bénéfice. Donc, aujourd'hui, soyons humbles quand on est issu de la diaspora, quand on est afrodescendant, quand on veut s'investir ou investir en Afrique, il faut juste ouvrir les yeux, benchmarker, délaisser les a priori, délaisser cette vision impérialiste en disant je vais révolutionner l'Afrique, je vais révolutionner le monde et y aller vraiment en tenant compte des facteurs d'échec avant tout et puis voir comment des entrepreneurs locaux érigent, en fait, des empires, réussissent et traversent des crises et ne sont pas encore cités dans des magazines comme Forbes ou des choses comme ça. Parce que là, je vous ai parlé des entrepreneurs, en fait, comme vous et moi, qui sont amoureux, passionnés et qui veulent
jouer gros et qui misent parfois des économies d'une vie pour investir en Afrique. À très bientôt pour un futur épisode sur l'investissement franco-africain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.